Merci pour votre présence, parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je voudrais remercier tous ces artistes qui nous entourent pour cette deuxième édition qui va durer 2 semaines, comme vous le savez. Merci beaucoup, Anthony, pour ton enthousiasme dès cet hiver quand on s'est rencontrés. Je vais passer la parole à Anthony. Merci encore à toi. Et bonne conférence à tous. Donc, je m'appelle Anthony Alberti, mon nom d'artiste c'est Mr. One Tease, et donc lors d'un échange avec Alexandre, il m'a dit ça serait peut-être sympa de faire une conférence, et j'ai décidé d'essayer de vous retracer donc l'histoire de l'écriture, de la préhistoire jusqu'au graffiti. L'origine, c'est celle qui a été encore déterminée jusqu'à ce jour, hein. C'est-à-dire que là, pour les grottes de Bornéo, qui sont donc la première trace de l'homme, du moins trace picturale de l'homme, les datations sont entre moins 52 et moins 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc en fait, ça, c'est les premières traces, du moins les traces les plus anciennes que nous avons pu retrouver. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, donc avec le boom du street art, on voit beaucoup de pochoiristes apparaître un petit peu de partout. Ça, c'est du pochoir. À la suite de ça, on a évolué, on a fait un petit bond dans le temps. On est parti donc vers moins 35 000 ans avec les grottes que nous avons en Europe, grottes Chauvet. Vous avez bien entendu les dessins des grottes de Lascaux. Donc là, on voit que les artistes ont pris de plus en plus d'assurance au niveau de leurs traits. Et donc, par rapport à la photo précédente, on reconnaissait approximativement les animaux. Là, je trouve que le trait de crayon est bien. J'ai des copains à moi, ils dessinent pas aussi bien, donc je félicite l'artiste de l'époque. On voit déjà le principe de vouloir laisser une trace de quelque chose, un message, peut-être une partie historique, en fait, ce côté gravé sur la pierre pour rappeler un passage ou état de mémoire. On va revenir beaucoup plus proche de nous, on est à moins 3300 ans. Et je vais vous parler donc de l'écriture proto-cunéiforme. Et donc ça prenait cette forme-ci. Donc ça, c'est proto-cunéiforme. Quand on part donc vers l'écriture cunéiforme, donc on est dans un truc beaucoup plus structuré. Si vous remarquez, il y a de plus en plus de signes qui apparaissent. Donc peut-être que le vocabulaire a évolué ou qu'on a agrandi en fait la manière d'écrire pour pouvoir communiquer le plus de choses. Dans différentes régions du monde, vous avez beaucoup de symboles qui reviennent. Un truc qui est assez rigolo, c'est que presque tout le monde partage le hashtag. Je vois qu'on n'est pas vraiment en avance aujourd'hui. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que peu importe où les gens habitaient, le principe de la main, c'est, je pense, la base de tous les signes dans les grottes qu'on a pu trouver. On vient à 3200 ans avant Jésus-Christ, et donc on arrive avec les Égyptiens, et donc la gravure, les hiéroglyphes, etc. Là, vous avez donc une autre représentation qui est donc toujours des hiéroglyphes, et derrière, je vous ai mis l'apparition des idéogrammes en Chine, donc en moins 1400. On a des idéogrammes un petit peu particuliers. Alors, ce qui est rigolo, c'est de voir donc que leurs idéogrammes sont à chaque fois des dessins aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que certains symboles de l'écriture chinoise n'ont pas changé depuis moins 1400 avant Jésus-Christ. Donc on est en moins 1200. L'alphabet phénicien, donc il commence à avoir une structure qui ressemble aux lettres qu'on peut connaître aujourd'hui. Juste après, vous avez en moins 800 l'alphabet grec. Donc bon, les lettres qu'on connaît tous. En moins 700, donc apparition de l'alphabet latin qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, je vous ai fait juste un petit récapitulatif où vous allez voir qu'il y a une scission à partir donc de l'alphabet phénicien. Ensuite, un truc qui a changé le monde, c'est 1440, Gutenberg. Gutenberg avait créé cette machine-là qui aujourd'hui, donc, on a l'imprimante des temps modernes. Le graffeur, en fait, ce qui est intéressant par rapport au parallèle de l'impression, c'est qu'il va vouloir imprimer sa marque le plus de fois possible. 20e siècle, création du graffiti moderne. James Kilroy, il bosse dans une usine, en fait, qui rivette des bombes. À chaque fois qu'il fait une bombe, qui finit de la riveter, il marque « Kilroy was here » pour dire ça a déjà été fait. Le petit personnage est venu dans un deuxième temps, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été repris, ce Kilroy was here, par l'armée américaine. À savoir que des types qui donc ont lancé ces bombes-là sur les assaillants voyaient au moment de charger les bombes qu'il y avait ce petit graffiti Kilroy was here. Et en fait, ces types-là ont commencé
eux aussi à marquer Kilroy was here. C'est devenu un truc un petit peu dans le sens du défi, à savoir que dès que l'armée américaine arrivait quelque part, vous pouvez être sûr qu'il y avait un des types qui allait marquer à un endroit Kilroy was here. Ce qui paraît, il y en a même une écriture sur la Lune avec marqué Kilroy was here. Quand Kilroy s'est rendu compte donc, que ça avait fait une espèce de buzz entre guillemets au travers donc, des différents voyages de ces bombes-là, il a décidé donc de rajouter le petit personnage. Au début, il n'y avait que l'écriture et ensuite il a rajouté ce petit personnage comme pour vous dire qu'il vous faisait coucou. Donc ça, c'est intéressant de voir que le graffiti est né bien avant ce qu'on a pu connaître. Il y a deux écoles, il y en a qui disent que c'est Philadelphie qui a vu naître le graffiti, d'autres qui disent que c'est New York. Donc on va commencer avec l'hypothèse de Philadelphie. Vous avez un artiste donc, qui s'appelle Daryl McRae de son prénom. On est dans les années 60. Il est dans une maison de redressement à Philadelphie. Son plat préféré, à ce type, c'est le pain de maïs. Ça s'appelle du cornbread en anglais. Et pour vous dire, il insiste tellement que les gens finissent par le surnommer cornbread, donc du nom du pain de maïs qu'il aime tant. Et il tombe amoureux d'une jeune fille et il décide en fait d'aller marquer des messages de partout dans la rue. Donc c'est le premier qui a exprimé, c'était un message d'amour donc à l'origine. Je vais vous montrer sa tête. Cornbread has retired, c'était pour dire qu'il s'était retiré, c'est parti en retraite. Parce que vous allez voir, il a une histoire un petit peu particulière. Ce Cornbread, il a été déclaré mort dans un échange de gangs, etc. Et ce type, il s'est dit, mais comment ça, moi je suis mort ? Ben en fait, il faut que je fasse quelque chose de gros pour leur montrer que je suis pas mort. Il est rentré dans l'enclos d'un éléphant, et des deux côtés en fait de l'éléphant, il a marqué Cornbread Lives. Là, il y a juste le fili. Il a tagué un éléphant, c'est-à-dire qu'il voulait marquer le coup, et en même temps, donc, il a eu ce petit article-là. Cornbread se clame d'être le premier graffeur, donc vous voyez, il a un petit peu changé, mais bon, le message est toujours là. Donc ce qui est intéressant avec Cornbread, c'est qu'il a voulu pousser le truc encore plus loin, et lors d'une tournée des Jackson 5, il est monté sur le côté de l'avion, et il a tagué l'avion. Et de là, en fait, pour ceux qui partent du principe que le graffiti part de Philadelphie, a pu naître une espèce de guerre ou peut-être de challenge ou de concours à ceux qui allaient le plus marquer leur ville. Cornbread, il a arrêté relativement tôt le graffiti dans les années 82 et il y est revenu il y a environ une dizaine d'années puisque bon, bah, maintenant c'est devenu quelque chose de connu et reconnu et je pense qu'il est revenu à ça pour entre guillemets venir défendre le fait qu'il était peut-être lui le premier à avoir lancé cet art-là. Donc on va parler donc de New York. Alors New York, c'était comme pour la plupart des gens, je pense c'était Taki 183. En faisant mes recherches, j'ai vu que Top Cat était un autre graffeur et avec marqué 126 à côté. C'est-à-dire qu'à New York, les types ont décidé de trouver des petits surnoms et de rajouter un numéro derrière qui était en général le numéro de leur rue. Donc l'idée c'était de marquer le territoire en disant il y a Top 4 de la 126 qui est venu devant chez toi. Taki, donc lui c'est Démétrios, c'est son nom, c'est un grec. De là Taki en fait qui était chauffeur-livreur à l'époque, ben, il a commencé à marquer toutes ses livraisons par des Taki 183. Et il en a tellement fait que le New York Times s'est intéressé à lui. Et donc il a fait la couverture, la une du New York Times en 1971. Donc pour les archives de journaux, on dira que c'est Taki le premier. Pour les archives des photographies, on a celles de Cornbread qui sont antidatées. Alors donc le graffiti explose donc dans les années 70 avec la culture hip-hop qui commence à arriver et à prendre tous les quartiers défavorisés au départ. Hein. Le graffiti à New York, pendant ces 10 ans, il a explosé. La ville était complètement massacrée, inondée de tags, etc. Et la police américaine a décidé de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont mis une brigade anti-graffiti avec des grosses amendes dès 1982. Et ils avaient fait une campagne de pub. Et ils disaient, créez votre marque dans la société, pas sur la société. C'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de graffeurs qui se sont dit, plutôt que de sortir et d'aller continuer à faire nos traces dehors, on va peut-être se renfermer en atelier, on va travailler en fait dans les ateliers. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à voir les premières expositions, notamment avec Futura et Phase 2, qui faisaient des écritures assez tribales, dynamiques, etc., très graphiques. Donc ils ont exposé ces premiers travaux-là.
Et à la suite de ça, je voulais vous parler d'un lieu qui s'appelait Five Points. On a appelé ça la Mecque du graffiti. J'ai eu la chance de peindre là-bas à 4 reprises quand j'habitais à New York. Ça s'appelle Five Points pour les 5 boroughs de New York, en fait, donc les 5 différents quartiers. Brooklyn, Manhattan, etc. Et en fait, cet endroit-là, il a été squatté ou investi par les artistes, notamment un type que j'ai eu la chance de rencontrer qui s'appelle Mérès One. Donc en fait, Mérès, il y a un numéro de téléphone sur une grille, donc vous appelez. Et là, il y a un type qui arrive, hey my friend, il a des bières, il écoute du hip-hop avec un ghetto blaster, c'est un peu un cliché. Il m'a demandé de faire un tag sur une feuille. Un tag, c'est juste la signature. Et en fait, quand j'ai fait mon tag, il m'a dit, man, you have such a handwriting. T'as un super coup de main, machin et tout. J'aime bien tes tags. Et il m'a donné un mur. J'ai fait un graffiti. Et à la fin de la journée, il vient donc toujours avec ses bières et sa musique. Et il m'a dit, on va peindre ensemble sur le toit. Donc on est allé sur un des petits toits pour peindre. Et on a fait un truc qui parfois se fait chez nous. On a échangé nos noms. J'ai écrit son nom et il a écrit le mien. Donc ça reste une des petites anecdotes que j'aime bien parce que c'était très sympa d'échanger avec cet artiste-là. Alors on va parler donc maintenant de notre côté à nous, donc l'Europe. Les premiers graffitis étaient souvent politiques et on le voit exploser sur le mur de Berlin. C'est devenu un petit peu comme une espèce de porte de frigo, vous savez, plein de post-it et chacun venait mettre ses post-it. Il y avait aussi juste des messages où les gens venaient toujours marquer quelque chose. À la suite donc de ça, chez nous, nous avons eu des graffitis qui sont nés aussi dans les années 68. Au moment donc de toutes les émeutes, etc., on avait déjà des symboles et des écritures protestataires donc, qui étaient réalisées sur les murs. Bien avant ça, c'est Jacques Villeglé. Donc Jacques Villeglé, donc c'est un monsieur qui a commencé donc à faire de l'arrachage d'affiches donc in situ dans la rue, aussi bien des installations qui recollaient donc dans la rue et aussi bien d'autres installations. Il arrachait ces morceaux d'affiches qui venaient donc accumuler chez lui pour faire différentes choses. Donc ça, on est dans les années 50, 52 je crois. Et à la même époque, on a un Italien relativement connu qui s'appelle Mimo Rotella, qui travaillait donc sur le même principe d'arrachage d'affiches et de recomposition. Je vais vous parler aussi de Gérard Sloticamien. C'est un artiste en fait qui a commencé à faire donc des graffitis à la bombe. Mais il a attaqué le chantier des Halles avec donc ces formes qu'on voit apparaître à la bombe, etc. Et à la même période, donc, on a un autre artiste qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest qui a fait une intervention sur le plateau d'Albion en fait parce qu'il était contre le nucléaire et donc il a décidé d'aller protester avec l'affichage de certains de ses pochoirs sur le plateau. Donc on va arriver au terrain de jeu de Paris. Donc là vous avez donc les palissades du Louvre. À savoir que donc dès que le graffiti est de retour à Paris, Bando décide donc de commencer avec son pseudonyme à faire des marquages, donc au début des tags, etc. Mais il va vite rentrer donc dans la partie graffiti, c'est-à-dire le plaisir de créer des lettres. Pour lui, le remplissage n'était pas tellement important, c'était la beauté de la lettre, un puriste, etc. Là, je vais vous parler d'un ouvrage qui a changé la face du monde graffiti. Subway Art. Subway Art, c'est un livre donc de Henri Chalfant et Martha Cooper sur tout ce qui est métro new-yorkais, graffiti new-yorkais, etc., qui sort en 1984. C'est un petit peu la Bible, puisque le premier livre qui a été imprimé sur le graffiti, c'est celui-là. Quelque chose dont je voulais vous parler, Stalingrad. Le terrain de Stalingrad, c'était un petit peu le terrain de jeu de tout Paris. C'était un terrain qui était vu du métro aérien. Et la dernière photo que je vous montrerai, c'est celle-ci. Donc ça, c'est un mur qui a été pris en photo dans le terrain de Stalingrad avec les MAC, qui était un groupe parisien mort au con. Alors là, si vous voulez, je vais juste vous expliquer ma vision du graffiti. À savoir que dans le graffiti, il y a différents mondes. Donc le monde du vandale, qui à la base est l'origine du graffiti. Après, j'ai une approche du graffiti qui est complètement différente. J'ai commencé à peindre, j'avais 19 ans. Il y a un type qui était en pension avec moi à Toulon qui m'a dit « Viens, on va faire un mur ». Donc, il m'a prêté des bombes de peinture et j'ai fait un truc dégueulasse sur un mur. Mon but, c'était pas de marquer mon nom pour que les gens le lisent. Mon but, c'était déjà de me faire plaisir. Donc on a commencé à aller dans des ruines, etc. et à faire nos premières fresques. Le fil du temps a fait que j'ai voyagé, je suis parti dans d'autres pays et j'ai toujours emmené le graffiti avec moi. J'ai vécu en Suède, j'habitais dans un petit bled et pendant mes jours de repos,
je faisais 4 heures de bus pour aller dans une ville. Et donc le premier week-end, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des bombes et je venais faire des graphes. Et le week-end d'après, quand je suis revenu, puisque j'avais signé mon graffiti From France, et il y a un type qui est arrivé qui m'a dit « Ah, you're the guy from France ». J'ai dit oui, j'ai dit je suis là pour 2 jours et tout ça. Et en fait, ce type-là m'a invité à dormir chez lui. Donc l'idée, c'est que le graffiti, dans un côté, il va nous diviser par rapport aux guerres, des crews, etc. Et dans le monde des coloristes, donc de ceux qui ont envie de faire des fresques et de prendre plus ou moins de temps, on crée des connexions avec des liens d'amitié qui sont réellement forts. Donc ça, c'est pour ma vision du graffiti.